Donc HSR, c'est une plateforme aujourd'hui qui va permettre de recruter des collaborateurs qui vont être à la fois plus performants, plus engagés. Et pour ça, on va se baser sur l'évaluation de ce qu'on appelle le potentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'appuyer sur les critères classiques qu'on peut retrouver dans un CV ou dans un profil LinkedIn, donc concernant notamment le parcours des personnes, leurs expériences professionnelles, le type d'école par exemple dans lesquelles ils ont été, mais on va véritablement s'appuyer sur qui ils sont. Et donc on va considérer chez Assessor que c'est la combinaison de trois choses, donc ce que la personne peut faire, ce qu'elle veut faire, la façon dont elle va se comporter au quotidien. Et donc aujourd'hui, Assessor, c'est 3500 clients répartis dans 30 pays différents, avec plus de 5 millions de profils qui ont complété nos évaluations. Et tout ça continue de grossir, bien évidemment, grâce à la confiance que nous accordent nos utilisateurs et partenaires d'année en année. Donc comme je vous disais, on est ici aujourd'hui pour parler de la façon dont on va pouvoir recruter des profils adaptés par rapport à une culture digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on s'intéresse à l'environnement et aux mutations de l'environnement dans lequel on évolue actuellement, on se rend compte en fait que cet environnement va être caractérisé par 4 facteurs essentiels. Le premier, donc, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les choses vont de plus en plus vite. Le rythme auquel les évolutions surviennent dans notre environnement s'est accéléré de manière radicale depuis ces dernières années. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus compliqué, avec notamment toutes les informations auxquelles on est confronté, justement également ce rythme, de savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre. Et il y a également, on se rend compte, même dans le business par exemple, on peut avoir de nouveaux entrants qui vont complètement révolutionner la façon dont se fait le travail dans un domaine ou dans un autre. Enfin, on a également la complexité, toujours due à ce qu'on appelle le phénomène de data overload, beaucoup d'informations. Quelles sont les informations qui sont pertinentes, quelles sont celles qui ne sont pas pertinentes. Donc on se rend compte que là aussi, ça devient de plus en plus difficile de s'y retrouver. Et enfin, la notion d'ambiguïté, parce que un environnement ambigu, c'est quoi? C'est un environnement dans lequel les repères sont amenés à évoluer, à changer, et on sait très bien que certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres pour évoluer dans un environnement ambigu. Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'environnement VICA, qui a été théorisé de nombreuses fois depuis pas mal de temps, notamment au sein de l'armée américaine, pour décrire justement ces environnements qui pouvaient poser des difficultés à différentes personnes. On a également 3 caractéristiques essentielles qui vont marquer ce nouvel environnement. Donc, ce qui est marqué par un phénomène qu'on appelle de surinformation, on va voir ce que ça veut dire, de désintermédiation et également d'automatisation. Commençons par la notion de surinformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment par exemple quand on est un consommateur, on a accès à une multitude d'informations pour prendre nos décisions. On va prendre l'exemple par exemple de TripAdvisor. Aujourd'hui, quand on veut réserver un hôtel pour partir à l'autre bout du monde, par exemple New York, on peut se rendre compte qu'il est très facile de découvrir les différents hôtels, mais aussi de savoir quels sont ceux qui valent le coup, peut-être ceux qui le valent moins, d'avoir accès à des ratings, donc des évaluations d'autres consommateurs. On a la même chose également sur Amazon. Donc par exemple, si on regarde un bouquin, Principles de Dalio, on peut se rendre compte que il y a une évaluation globale de 4,4. On peut lire les différentes reviews. On peut également découvrir les différents livres qui ont été achetés par les personnes qui ont apprécié celui-ci. On a également la même chose au niveau RH, notamment dans Glassdoor, où on peut accéder, lorsqu'on est candidat, à toutes les évaluations qui sont faites à la fois par les collaborateurs en poste, mais également par les candidats qui ont postulé pour rentrer dans ces entreprises. On peut avoir des informations notamment sur les types de questions qui sont posées en entretien, sur la difficulté perçue de ces entretiens, la façon dont on a été accueilli. Et donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que notamment lorsqu'on est consommateur, lorsqu'on va se rendre dans un environnement physique, généralement ça va être pour faire l'achat directement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive dans un magasin aujourd'hui, 90% de la décision d'achat a déjà été prise. Ça veut dire que quand on se rend en boutique, c'est pas pour comparer les caractéristiques techniques par exemple des différents produits auxquels on s'intéresse, mais ça va être tout simplement pour toucher en vrai, voir en réalité à quoi ressemble ce produit, et également pour vivre une expérience. D'où l'importance qui va être accordée de plus en plus, notamment par les chaînes de grande distribution ou autres, à la qualité de l'expérience qu'on va proposer à ses clients. Deuxième phénomène également qui marque notre environnement et qui révolutionne un petit peu la façon dont on fait le job, le phénomène de désintermédiation.
Donc on se rend compte que ce phénomène de désintermédiation, il est passé partout. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé au niveau des libraires avec l'arrivée d'Amazon, on se rend compte qu'ils ont plus ou moins, pas fait complètement disparaître les librairies, mais ils ont quand même changé le game de manière assez impressionnante. On a la même chose au niveau des taxis avec Uber et Lyft. On va retrouver la même chose dans le domaine du voyage avec Booking et encore plus avec Airbnb, qui a quand même fait pas mal de mal à toutes les chaînes hôtelières. Donc il y a complètement désintermédié ce pan d'industrie. Et on peut retrouver la même chose dans le domaine de la rencontre avec Match ou Tinder encore. Et on peut parler également de la blockchain, dont l'objectif est la désintermédiation des marchés financiers. Troisième caractéristique forte de l'environnement dans lequel on est, c'est qu'on se rend compte que le phénomène d'automatisation arrive dans tous les domaines du travail et va avoir de plus en plus d'importance dans les années à venir. Ça a commencé avec les métiers qu'on peut qualifier entre guillemets de premier niveau, donc tous les métiers dans lesquels ce qui comptait c'était par exemple d'avoir de la force ou encore d'être extrêmement précis dans les gestes qu'on allait réaliser, donc on visait vraiment l'exactitude. Et maintenant, c'est plus seulement ces métiers-là. On se rend compte que, notamment, les algorithmes, l'automatisation, la robotisation va toucher de plus en plus des métiers qui sont des métiers qui touchent notamment la sphère intellectuelle, comme les métiers liés à la justice, à la médecine. Par exemple, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui ont été créés pour détecter des tumeurs, mieux que ne le ferait un collège d'experts en médecine. Et on a également, bien évidemment, le domaine du recrutement qui va être touché par ce phénomène d'automatisation. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à lire, on vous enverra les références dans un petit mail. Donc juste avant ça, donc ces métiers sont quoi? Ce sont des métiers qui nécessitent d'accéder à de l'information, même très très grosse masse d'informations, et pouvoir à un moment donné prendre la meilleure décision. Donc comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand on s'intéresse à tous ces métiers qu'on cherche en partie en tout cas à automatiser, ce qui va être important, c'est de repérer quelles sont les tâches qui sont réalisées les plus fréquemment par les professionnels, et on va donc identifier la suite d'opérations logiques que fait le professionnel pour arriver à son résultat. Et donc tout ça, on va le transformer dans ce qu'on appelle un algorithme, tout simplement, donc qui est une suite finie d'opérations logiques, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va chercher à reproduire le travail, le mode de fonctionnement, le mode de pensée que ferait un expert. Et donc, on sait très bien aujourd'hui que l'algorithme, il y a des domaines dans lesquels ça marche même très très bien, et il y a même des domaines dans lesquels les algorithmes permettent d'avoir des résultats qui vont être supérieurs à ce que feraient des experts. Notamment, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc je vous invite à lire un article qui a été publié sur le Harvard Business Review qui s'appelle In Hiring Algorithm Beat Instinct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet article, les chercheurs, donc Nathan Kunsel et Denise Wams, en fait, se sont intéressés à qu'est-ce qui se passerait si on confiait la présélection et le recrutement de personnes, de professionnels, à un algorithme plutôt qu'à des recruteurs qui sont experts du domaine pour lequel ils doivent recruter. Ils se sont rendus compte que dans la majorité des cas, ils arrivent à des prédictions qui vont être 25%, jusqu'à 25% plus fiables que ne le ferait un expert en recrutement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cet article, il n'a pas été publié hier, mais c'est un article qui date déjà de mai 2014. C'est-à-dire que ça fait quasiment 4 ans, aujourd'hui, qu'on arrive à ce type de résultat. Donc, bien évidemment, il y a des domaines, il y a des types de tâches, des types de compétences qu'on est capable de modéliser au travers d'algorithmes et qui vont fonctionner très 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 bien. Mais il y a également tout un ensemble de tâches, de compétences, d'activités qui va être beaucoup plus compliqué d'automatiser au travers d'un algorithme. En tout cas, aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances et des avancées dans ce domaine. Donc si on regarde en fait toutes les tâches qui sont assez facilement automatisables, ce sont toutes les tâches qui impliquent de décrire des données par exemple, d'analyser de l'information, d'organiser cette information, de la structurer, d'exécuter, c'est-à-dire de réaliser des tâches sur la base de cette analyse d'information, et également tout ce qui a trait à la prédiction. Bien évidemment, pas encore très bien dans tous les domaines, mais il y a des domaines maintenant dans lesquels ces prédictions fonctionnent tout à fait bien.
Quand on s'intéresse aux tâches qui sont beaucoup plus, et aux activités qui sont beaucoup plus compliquées à automatiser, on se rend compte que celles-ci concernent toutes les activités où il va s'agir de diriger une équipe, diriger des personnes, persuader, où il faut faire preuve de conviction, négocier, fédérer une équipe autour d'objectifs communs, toutes les activités qui nécessitent de communiquer, donc de créer une sorte de lien émotionnel avec les personnes pour les amener à faire, à comprendre certaines choses et les amener à faire ce qu'on a envie qu'elles fassent. Toutes les activités qui impliquent d'avoir de l'écoute, de l'empathie, les activités également en lien avec le soin, et également toutes ces tâches, toutes les activités qui tournent autour de l'imagination, de la créativité, de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'intéresse à tout ça, et qu'on essaye de traduire en termes de métier, en termes de compétences requises, eh bien on se rend compte que d'ici 5 ans, 50%, c'est-à-dire la moitié des compétences dont on dispose aujourd'hui, vont devenir totalement obsolètes. Deuxième fait marquant également, donc, qui est tiré d'une étude Big Thing publiée par Oxford University dès 2013, eh bien la prédiction c'est que 47% des emplois tels qu'on les connaît aujourd'hui devraient disparaître d'ici 2030. Le corollaire, qui peut être un petit peu plus enthousiasmant, c'est également que 85% des emplois qu'on va trouver en 2030 aujourd'hui n'existent pas encore. Alors chez Assessfirst, en fait, on s'est posé une question, on s'est intéressé à la question suivante, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à identifier ce qu'on appelle les profils digital proof. Digital proof, ça veut dire quoi? Ça veut dire des profils qui vont résister à tout ce vent d'automatisation, à toute cette montée en puissance des algorithmes, et quels sont les profils qui seront les plus à même d'accompagner les entreprises dans leur transformation, et également peut-être, si leur métier initial se transforme, de pouvoir évoluer positivement vers d'autres types de tâches, d'autres types d'activités. Donc la méthodologie qu'on a suivie, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on a comparé le profil de professionnels qui évoluaient dans des environnements qui n'avaient pas encore réalisé leur mue technologique, digitale, et on a comparé donc ces entreprises plutôt classiques avec des entreprises qui étaient pleinement dans l'univers digital. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur les données qu'on a pu recueillir entre 2006 et 2016, ça veut dire en gros 5 millions de profils répartis dans 30 pays différents, et on a conduit tout simplement une analyse sur la base de ces données-là. Donc, on a retourné les informations dans tous les sens, et ce qu'on a fait, c'est que l'objectif, c'était d'aboutir à ce qu'on appelle une identification de patterns, c'est-à-dire quelles sont les configurations de scores, de traits, de personnalité, de motivation, de raisonnement, qu'on va retrouver chez les 5% de personnes les plus performantes au sein des environnements fortement digitalisés. Et donc, on s'est basé pour ça sur l'évaluation de leur potentiel. Donc, comme je vous disais en introduction, donc le potentiel pour Assessfirst, c'est quoi? Ça va être la combinaison de 3 choses. C'est-à-dire que chaque personne, chaque être humain sur Terre peut être défini comme étant la combinaison de 3 facteurs clés. On va avoir tout d'abord les capacités de raisonnement, c'est-à-dire la vitesse à laquelle une personne pense, sa capacité d'apprentissage, la typologie de problèmes qu'elle est en mesure de résoudre. Le deuxième aspect fondamental, c'est ce qu'elle veut faire. Donc là, on va s'intéresser aux besoins fondamentaux des personnes. Quels sont les besoins fondamentaux qu'une personne va chercher à satisfaire dans le cadre de son activité professionnelle? Et enfin, le troisième point, qui est un facteur crucial également, c'est la personnalité des individus. C'est-à-dire comment, concrètement, une personne va se comporter, que ce soit en situation normale ou également lorsqu'il y a un peu plus de tension. Et donc, on s'est appuyé pour évaluer ces 3 facteurs sur les 3 modules qu'on a créés chez Assessfirst. Donc, on a un outil qui s'appelle Brain, donc qui nécessite une douzaine de minutes, qui permet de bien qualifier le mode de raisonnement des personnes. Ensuite, avec Drive, on a évalué les 20 moteurs, 20 facteurs de motivation fondamentale chez les personnes. Et avec Shape, on a procédé à l'analyse des comportements naturels des individus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où une personne a complété tout ou partie de son profil, on va pouvoir anticiper ce qu'on appelle ses talents naturels. Donc les talents naturels d'une personne, c'est quoi? Ce sont toutes ces choses, toutes ces activités, toutes ces tâches qu'elle va faire au plus haut niveau et avec une certaine facilité. C'est-à-dire qu'il nécessiterait beaucoup plus d'efforts à une autre personne qu'elle. Et donc, la conclusion à laquelle on est arrivé,
en comparant ces différents profils, donc ceux qui évoluent dans des environnements plutôt classiques, ceux qui évoluent dans des environnements fortement digitalisés, et qu'est-ce qui va caractériser les 5% de personnes les plus performantes, eh bien on se rend compte que les plus performants sont des personnes qui raisonnent à la fois mieux, c'est-à-dire qu'ils font de meilleures inférences, ils résolvent mieux les problèmes, mais également des personnes qui raisonnent plus vite. Donc on a un score sur Brain qui nous permet d'évaluer ça, qui est un score plutôt global, qui va être comme un condensé de différents types d'aptitudes intellectuelles, qu'est-ce qu'on appelle le facteur G. Donc ce facteur G, eh bien, il évolue entre 1 et 5, et donc on se rend compte qu'à partir du moment où les personnes ont un score de 4, eh bien, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus à l'aise eh bien, pour réaliser de nouveaux apprentissages, pour mettre à jour leurs connaissances, mettre à jour leurs compétences, évoluer tout au long de leur vie. Le deuxième aspect fondamental qui va les caractériser, eh bien, c'est que ces individus sont mis en mouvement par des motivations qui vont être ultra spécifiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, eh bien, quand on regarde la façon dont les besoins s'organisent chez les personnes, bien évidemment, il y a 20 besoins différents, donc c'est très divers, très varié, mais quand on factorise l'ensemble de ces besoins, l'ensemble de ces motivations, on se rend compte qu'on peut faire deux grandes catégories. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les motivations de préservation, de l'autre côté ce qu'on va appeler les motivations dynamisantes. Donc pour vous permettre de bien comprendre cette notion, cette différence entre les motivations de préservation d'une part, les motivations dynamisantes d'autre part, en fait, c'est hyper important que vous ayez bien en tête ce qu'on appelle la notion de zone de confort. Donc vous voyez en fait sur votre écran, vous avez deux cercles qui sont superposés. On a un cercle rouge, un cercle bleu. Le cercle bleu eh bien, va représenter ce qu'on appelle la zone de confort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reste dans cette zone bleue, d'accord, eh bien, on va être plutôt à l'aise. Cette zone bleue, elle recouvre toutes les situations dans lesquelles on va pouvoir évoluer assez facilement, on n'a pas trop besoin de se bousculer, voilà, ça va être plutôt simple pour nous. Et la zone rouge, tout ce qu'il y a autour, eh bien, c'est la zone d'inconfort. Ça va être l'inconnu, ça va être eh bien, toutes ces activités, ces tâches, ces environnements dans lesquels on va être beaucoup moins à l'aise. Ce qui va se passer chez les personnes qui sont mises en mouvement majoritairement par des motivations plutôt de préservation, c'est que ces personnes vont avoir tendance à rester dans leur zone de confort. Le problème, c'est que lorsqu'on va rester trop souvent dans cette zone de confort, elle va avoir tendance à s'amenuiser, à se réduire au fil des mois, au fil des années, ce qui va faire que, au final, la personne va de plus en plus avoir des difficultés pour prendre des risques, pour se mettre en danger dans le cadre de son activité, et ça peut même aller jusqu'à un phénomène, ce qu'on appelle en psychologie le phénomène de paralysie du passage à l'action, c'est-à-dire que la personne est comme un peu tétanisée à chaque fois qu'elle est dans un environnement qui ne lui est pas familier. Alors quand on sait justement toutes les évolutions qu'on est en train de connaître et qui vont s'accélérer au fil des années, eh bien c'est plutôt embêtant. D'un autre côté, les personnes qui sont mises en mouvement par des motivations plutôt dynamisantes, eh bien ça va être tout à fait le contraire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont sortir facilement de cette zone bleue ici pour aller dans la zone rouge. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont être à l'aise tout de suite, ça ne veut pas dire que c'est forcément hyper facile pour elles de le faire. Mais ça va, lorsqu'elles s'aventurent en dehors de cette zone bleue, de cette zone de confort, il va y avoir comme une espèce de zone d'adaptation. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est hyper à l'aise pour le faire, mais les personnes en tout cas passent à l'action, le font. Et le rôle, notamment des RH, mais aussi des managers, ça va être d'accompagner les collaborateurs pendant leur passage de la zone de confort à la zone d'adaptation pour leur permettre progressivement, bien évidemment, d'être plus à l'aise et ce qui va avoir pour conséquence de créer une zone de confort élargie. C'est-à-dire que plus la personne va tenter, va essayer et va également parfois échouer, parfois réussir, mais va persévérer dans ce sens, plus la personne va au final être à l'aise dans une multitude de situations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme un muscle, c'est un peu comme le cerveau, c'est un peu comme les muscles, c'est-à-dire que plus on va s'entraîner à faire ça, et plus cette zone de confort va s'agrandir, va s'élargir pour permettre à la personne d'être à l'aise dans différents types de situations. D'où l'importance de pouvoir repérer les personnes qui sont mises en avant, qui sont mises en mouvement par ces motivations dynamisantes plutôt que de préservation. Troisième conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que les personnes qui évoluent facilement dans ces environnements digitaux, qui vont être proactifs dans la transformation de l'entreprise, sont des personnes qui se caractérisent dans leur personnalité par 8 traits distinctifs. Donc ces 8 traits distinctifs sont les suivants.
Donc c'est ceux que l'on retrouve le plus fréquemment. Alors ça ne veut pas dire que chaque individu a forcément ces 8 traits systématiquement, mais en tout cas ce sont 8 traits qu'on va retrouver assez régulièrement. Donc le premier, c'est prendre l'ascendant sur les autres. C'est quoi? C'est la capacité des personnes à prendre le lead, d'accord, à s'affirmer dans le cadre du rapport avec les autres. On va avoir en deuxième facteur ce qu'on appelle cherche à convaincre, donc la capacité à faire passer ses messages, ses idées, capacité à porter une vision. On va trouver également des scores plutôt faibles dans consulte avant de décider, donc des personnes qui sont quand même relativement sûres d'elles-mêmes, qui n'hésitent pas à prendre des décisions parfois contre l'avis général. On va ensuite trouver 2 facteurs qui ont trait au domaine de la créativité et de l'adaptabilité. Donc le premier, c'est fait preuve d'inventivité, la capacité à penser en dehors du cadre, à avoir des idées originales. Le deuxième critère, c'est s'adapter au changement, c'est-à-dire la tendance qu'ont certains à voir l'opportunité plutôt que la menace lorsqu'ils sont confrontés à la nécessité d'évoluer tout simplement. On va trouver également la persévérance, donc la capacité à continuer en dépit des obstacles, en dépit des difficultés que l'on peut rencontrer. On va trouver, va au-delà des tâches prescrites, donc une personne qui ne se satisfait pas du minimum, qui va aller au-delà de sa job description, donc une personne qui cherche à faire plus, qui cherche à délivrer plus. Et enfin, le dernier critère hyper important, un score faible sur recherche la stabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement des personnes qui n'hésitent pas à se mettre en danger au besoin lorsque la situation tout simplement le nécessite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que pour vous permettre d'identifier plus facilement ces types de collaboratrices, de collaborateurs ou de candidats, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un modèle prédictif et players. Donc ce modèle prédictif, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser, comme on va le voir dans quelques secondes, à la fois pour identifier le potentiel des candidates et des candidats que vous rencontrerez pour les futurs jobs, mais également pour pouvoir, si vous vous amusez par exemple à auditer une équipe, un service, un département ou votre entreprise tout entière, ça vous permettra de voir dans quelle mesure votre entreprise dispose en interne des profils qui vont lui permettre d'accomplir cette fameuse transition numérique digitale dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc ce modèle ePlayer, vous pouvez le retrouver en cliquant notamment dans modèle prédictif sur votre application AssessFirst. Là, vous accédez à la liste de l'ensemble des modèles prédictifs, par exemple, que vous avez créés, mais aussi des modèles prédictifs standard AssessFirst. Quand vous cliquez sur modèle prédictif standard, donc là, vous avez toute la liste des modèles avec les 300 référentiels métiers, mais également, si vous tapez A en premier, A, vous faites le tiré du 6, boum, vous avez le modèle ePlayer qui va apparaître. Et donc, quand vous cliquerez dessus, donc là, vous avez la description, exactement ce que je viens de vous présenter. Donc, les 8 traits de personnalité. Quand on scrolle, on va retrouver les 6 motivations fondamentales. Donc, se dépasser au quotidien, avoir de l'autonomie, évoluer dans un environnement incertain, hyper important, avoir de l'influence, avoir un impact positif sur le monde et également remporter régulièrement des succès. En ce qui concerne ensuite Brain, donc là on est plutôt sur le domaine des capacités intellectuelles, ce qu'on a fait c'est qu'on a poussé un petit peu la barre, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va mettre en référence 5 sur 5 en fait, sur les aptitudes intellectuelles. Pourquoi? Parce que même une personne par exemple qui a 3 ou qui a 4, ça ne veut pas dire qu'elle va être complètement exclue par l'algorithme. C'est simplement que vous vous donnez le meilleur standard possible et que ça va vous permettre comme ça d'identifier les personnes tout simplement à plus fort potentiel. Parce que c'est vrai que ces capacités intellectuelles, on a beaucoup parlé, on continue à parler beaucoup, notamment de l'impact de l'intelligence émotionnelle sur la réussite des personnes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces compétences, capacités émotionnelles, relationnelles, bien évidemment, on ne va pas vous dire le contraire, elles sont super fondamentales, elles vont avoir de plus en plus d'importance. Mais elles sont plutôt un plus à partir du moment où les aptitudes cognitives sont quand même là. C'est-à-dire qu'une personne pourrait être super en compétences émotionnelles, mais qui aurait des capacités intellectuelles trop faibles, capacités cognitives pas assez importantes, ça pourrait poser problème, notamment dans l'acquisition de nouvelles compétences par la suite. Donc on a fait en sorte que l'identification de ces profils soit extrêmement simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous souhaitez évaluer une personne, il vous suffit simplement de rentrer son adresse mail, vous le savez, cliquer sur OK. Donc là, il y a un mail qui part à la personne. La personne va prendre 10 minutes pour compléter, par exemple, le premier module sur l'évaluation de la personnalité. Et automatiquement, vous allez pouvoir découvrir les premiers résultats de la personne.
Donc on va retrouver des choses comme les comportements privilégiés de la personne, son style personnel, c'est-à-dire quels sont ses points forts dans la relation aux autres, dans la manière de travailler, dans la façon de gérer les émotions. On va trouver également toute une suite qu'on appelle de talent tags, donc qui sont tout simplement des mots-clés qui vont en quelque sorte résumer les potentialités et la typologie du profil de la personne, quelques conseils sur la façon dont elle pourrait être plus efficace. Sur les 20 motivations, donc là on va simplement vous présenter les 6 principales, donc les 3 plus fortes, les 3 plus faibles, donc les 3 qui vont vraiment driver le comportement de la personne et les 3 qui peuvent éventuellement avoir un effet contre-productif. On va trouver la façon dont la personne gère son énergie, les activités qu'elle privilégie, l'environnement que la personne recherche, le management qui lui convient, le type de culture dans lequel la personne s'épanouit et enfin la façon dont la personne réfléchit. Maintenant, si vous utilisez Assessor, vous savez que ça, c'est plutôt une partie, on va dire, purement descriptive, c'est-à-dire que ça va décrire le mode de fonctionnement de la personne en soi, en dehors de tout contexte, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est de savoir, est-ce que la personne a un profil qui est plutôt aligné ou plutôt en décalage sensible ou très fort par rapport à ce fameux modèle et player. Donc ce qu'on a ajouté, et donc ce que vous allez retrouver si vous vous connectez ce matin sur votre plateforme, sur certains profils, lorsque c'est le cas, on a fait apparaître tout en haut ici ce qu'on appelle un indicateur du profil des players. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous rendez sur un profil, si vous avez ce petit onglet, là, ce petit truc qui clignote, ça veut dire que la personne possède un profil qui est au moins supérieur à 60% d'adéquation par rapport à ce fameux modèle et player. Donc si vous survolez avec votre souris ce profil-là, on va comme ça changer le bandeau au-dessus de la personne et on va vous dire, voilà, par exemple, Quentin a un profil E-player, il correspond à 80%, donc c'est un taux d'adéquation très très fort par rapport à ce modèle. Et vous avez également la possibilité, si vous cliquez sur le petit bouton ici, donc tout en haut à droite, donc voir le détail, vous allez pouvoir accéder à beaucoup plus d'explications qui vont vous détailler très concrètement sur quels critères la personne est en ligne par rapport à ce modèle e-player et quels sont les écarts de son profil par rapport au modèle e-player. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet indicateur, on ne va le faire figurer qu'à partir du moment où une personne a complété les 3 modules. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour pouvoir calculer cette adéquation avec les players, que la personne ait rempli à la fois shape sur la personnalité, drive sur les motivations et brain sur les capacités intellectuelles. Donc qu'est-ce qui va se passer si je clique sur voir le détail? Je vais arriver à une page qui va ressembler à ça. Donc c'est la page prédire la réussite. Et donc vous avez le taux d'adéquation global, la qualité de l'ajustement, on va dire, entre le profil de Quentin par exemple et le modèle et player. Vous voyez qu'on a un petit bouton aussi qui s'appelle voir le rapport, hyper intéressant. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez vraiment tout le détail, un rapport extrêmement détaillé avec les points d'ajustement, les points de décalage, mais également des questions. Des questions qu'on vous suggère de poser à la personne pour valider justement son profil en entretien notamment. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois à chaque fois les points de décalage, pourquoi ça peut être un problème, le type de questions à poser, et également des grilles d'observation qui vous permettront de mieux interpréter les réponses, tout simplement, que va vous donner votre candidate ou votre candidat lorsqu'il vous répondra à vos questions. Si on scrolle, donc, on va découvrir l'indicateur sur la personnalité. Donc on voit que sa perso est en ligne à 69% par rapport à ce qui est attendu pour évoluer dans les cultures digitales. Les motivations 75%, ses capacités intellectuelles 100%. On a également donc une probabilité de réussite au sein de l'environnement digital qui va être calculée, donc on voit qu'elle est très 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 forte. Également, un autre indicateur qu'on a appelé plaisir, qui est tout simplement dans quelle mesure la personne va s'y retrouver, dans quelle mesure elle va prendre plaisir tout simplement à évoluer au sein de ces environnements complexes en pleine mutation continuelle. Ensuite, si vous scrollez encore, vous aurez tout le détail sur les capacités intellectuelles, la personnalité, les motivations. Donc on ne va pas tout passer, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais par exemple ici, donc on va trouver le profil attendu. Donc on retrouve bien nos 8 grands facteurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc en vert, ce sont les zones de score plutôt attendues sur les différents critères. Donc parfois on attend des scores élevés, parfois on attend des scores faibles. Et à contrario, on va trouver en rouge les zones de score plutôt à éviter, c'est-à-dire qui vont plutôt caractériser les personnes qui peuvent être mises en difficulté lorsqu'elles évoluent dans ce type d'environnement. Si vous scrollez encore, vous avez la même description, mais de façon
de façon rédigée, on va dire, hein, avec les points forts et également les points de vigilance par rapport à ce fameux modèle et player. Donc on a également fait en sorte que ce soit extrêmement pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce modèle, vous allez également pouvoir l'utiliser, notamment lorsque vous faites des campagnes de recrutement. C'est-à-dire que là, par exemple, on va voir, vous voyez ici, donc pour créer la campagne de recrutement, on voit bien qu'on a associé le modèle ePlayer. Donc on sait très bien, hein, vous pouvez mettre des modèles, je ne sais pas moi, ingénieur commercial d'affaires, comptable, développeur back-end, front-end, peu importe. Et on peut également, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce fameux modèle ePlayer. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, par exemple, là on a l'ensemble des candidats, par exemple, là c'est les profils qu'on a recrutés chez AssessFirst. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que tous ces profils sont plus ou moins en adéquation forte par rapport à ce modèle. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a besoin aujourd'hui, lorsqu'on recrute uniquement de modèle et player, hein, on pourrait se dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je recrute que des leaders, que des gens qui pensent en dehors du cadre? Bien évidemment. Il y a certaines tâches où encore aujourd'hui c'est important de suivre les règles, de faire des choses de manière consciencieuse, d'être en capacité à analyser l'information. Après, quand on voit les évolutions en fait, vers lesquelles le futur nous amène, c'est quand même hyper important de pouvoir repérer les collaborateurs, encore une fois, qui vous permettront de mieux accompagner la transformation digitale. On a fait également en sorte que ce soit hyper efficace. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mesuré concrètement, lorsqu'on recrute des profils et players, qu'est-ce qui se passe quand on compare les accomplissements, les achievements de ces personnes par rapport aux personnes qui ont des scores très faibles, c'est-à-dire moins de 40% d'adéquation par rapport au modèle et player. Ce qu'on a constaté, en fait, ce sont des différences de 4 ordres différents. Donc, tout d'abord, ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus performantes, beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes dont les résultats peuvent être 150% plus importantes que les personnes et qui correspondent à 150% des performances qu'une personne non-player présenterait. Ce sont également des personnes qui vont être beaucoup plus engagées dans les environnements digitaux. Après, on peut se dire, ouais, quelque part c'est normal. C'est-à-dire que vous avez une personne dont les motivations, dont les besoins fondamentaux, dont les motivations profondes correspondent typiquement à l'environnement dans lequel vous allez la positionner. C'est pour ça que ces personnes vont rester généralement beaucoup plus longtemps dans l'entreprise et beaucoup plus longtemps plus engagées. On a également le fait que les personnes apprennent plus et plus rapidement. On a des différents apprentissages qui peuvent être de l'ordre de 1 à 4. Quand on mesure par exemple ce qu'une personne retient après une formation, la capacité à tirer parti des trainings, des formations qu'elle va suivre, également ce sont des personnes dont la courbe d'évolution dans l'entreprise va être beaucoup plus rapide. Ils peuvent évoluer jusqu'à 1,5 fois plus rapidement, en tout cas sur les personnes qu'on a étudiées, que les personnes qui ont un profil qui est en décalage fort par rapport au modèle et player. Donc tout ça pour vous dire que chez Assessor, nous on considère que notre job c'est quoi? C'est de vous aider justement à passer un cap dans la façon dont vous allez recruter. C'est vous aider à réussir. Alors bien évidemment, on sait que c'est vous qui êtes les mieux placés pour connaître votre entreprise, pour sourcer les profils, pour recruter les bonnes personnes. Mais en fait, on sait également que ce monde justement, il est en pleine transformation. Et donc pour nous, ça nous semble important de mettre à votre disposition tout simplement des informations supplémentaires, complémentaires par rapport à celles que vous utilisez aujourd'hui. C'est-à-dire que bien évidemment, dans le CV, il y a plein d'infos qui sont importantes. Mais il y a également énormément de choses qui ne se voient pas. Donc si on vous aide à recruter, on souhaite surtout vous aider à recruter sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va mettre en place des modèles prédictifs, notamment au sein de votre entreprise, pour vous aider à identifier les collaborateurs les plus efficaces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer concrètement, en termes de ROI, quels sont les bénéfices liés à la mise en application, à l'implémentation de la plateforme au sein de votre entreprise, dans le contexte spécifique de votre culture. Et ce qu'on va observer généralement chez nos clients, c'est qu'on va pouvoir avoir une hausse de performance des profils que vous recrutez qui peut aller jusqu'à 15% de plus par rapport à ce que vous obteniez précédemment lorsque vous recrutiez sur la base du CV, de manière plus classique, donc CV, pré-qualif, entretien RH, entretien opérationnel. On peut aller jusqu'à diminuer les coûts de recrutement de l'ordre de 20%. Pourquoi? Parce que vous allez faire moins d'entretiens avec des personnes où
enfin c'est arrivé à tout le monde, hein, on rencontre un candidat, au bout de 5 à 10 minutes on se dit que ça va pas le faire, mais voilà, du fait de l'importance de la marque employeur, de tout ça, et puis par respect pour le candidat également que vous avez fait déplacer, vous avez quand même passé 30-45 minutes avec lui ou avec elle. On peut diminuer donc le time to recruit de 30%. Là encore, ce n'est pas de la magie, tout simplement, vous avez les bonnes informations pour prendre des décisions, donc forcément, vous pouvez accélérer votre cycle de décision. Et également, on peut aller jusqu'à diminuer les taux de turnover sur les postes sensibles de l'ordre de 50%. Donc aujourd'hui, on a des clients, des partenaires dans tous les secteurs d'activité. Ça peut être Burger King, par exemple, qui utilise notre solution pour, notamment pour le recrutement donc des équipiers, enfin surtout l'évolution des équipiers vers une fonction de manager d'équipe. Donc ils ont pu diminuer le taux de turnover de moitié en utilisant Salesforce. Ça peut être Fatal Acharé, par exemple, au BH de Marais avec son équipe, donc qui, grâce à l'utilisation de l'algorithme de la Salesforce, a pu recruter en 30 jours au lieu de 45, donc accélération du cycle de recrutement, réduction du taux de turnover, augmentation des résultats des personnes qui ont été sélectionnées grâce au modèle par rapport à celles qui étaient recrutées précédemment. Et enfin, donc Thierry Bougeron, notamment de Carrefour Market, qui va utiliser la solution pour recruter les directeurs de magasins, mais aussi et surtout pour la mise en place de plans de développement adaptés par rapport au profil de chacun. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent, quand on est chez Assessor, on va souvent vous parler de recrutement prédictif, parce que ça permet d'un message qui est bien calibré, mais aujourd'hui on a plus de 70% de nos utilisateurs qui utilisent également cette solution pour gérer les évolutions en interne, pour mettre en place des parcours de formation adaptés pour chacun des collaborateurs. Donc comme eux, aujourd'hui, ce sont 3500 clients répartis dans 30 pays et qui ont évalué déjà plus de 5 millions de candidats. Donc, comme je disais, des clients dans tous les secteurs d'activité, le retail avec des structures comme Etam, Carrefour, Leroy Merlin, BHG, des entreprises dans le domaine des services, secteur public, l'industrie, avec notamment Total, Saint-Gobain, Tech & Consulting, donc la banque, l'assurance, avec ING, AXA, la Banque Postale ou autres, et de plus en plus un nombre croissant chaque année de cabinets de conseil en recrutement. Donc aujourd'hui, Assessfirst, c'est l'équipement de plus de 450 cabinets de recrutement de par le monde, et on accompagne également de plus en plus d'écoles de commerce, d'ingénieurs, mais également des universités, pour leur permettre elles-mêmes d'accompagner leurs étudiants bien mieux préparés, on va dire, à leur arrivée sur le marché de l'emploi. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter. Donc on voulait vous parler de ce fameux profil e-players, donc qui est très important, qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Eh bien, si vous avez des questions maintenant, donc je vais me reconnecter pour pouvoir accéder à ces questions et y répondre. Hop là. Alors. Ouais. Donc vous pouvez utiliser le petit chat qui est à côté, enfin dans le panel GoToWebinar si vous souhaitez pour pouvoir poser vos questions. Voilà. Pas de questions pour le moment, ou alors c'est moi qui ne les cherche pas au bon endroit. Hop. Ok, bon écoutez, apparemment il n'y a pas de questions particulières. Est-ce que vous m'entendez toujours, juste pour être sûr? Si vous pouvez taper un petit truc. Bon, ah ouais, pardon. Ok, alors, première question. Bonjour, comment aider les étudiants à se préparer au marché de l'emploi à travers vos solutions? Alors, ah ouais, si, ok, d'accord. J'ai pas vu. Alors, comment on peut faire ça? En fait, c'est, je vais vous parler de la façon dont les écoles en fait, fonctionnent avec notre solution. Généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont permettre aux étudiants de compléter tout d'abord leur profil Assessfirst. Donc l'intérêt, c'est qu'ils vont pouvoir découvrir quels sont leurs modes de raisonnement, leur vitesse d'exécution, mais aussi et surtout quels sont leurs talents au travers de Shape et quelles sont leurs motivations fondamentales au travers de Drive. Donc là, les deux outils vont permettre de répondre à des questions complètement différentes. Pardon. C'est-à-dire qu'avec Shape, déjà, ça va leur permettre de savoir quels sont les talents privilégiés, quels sont leurs talents naturels. Donc,
quels sont les domaines dans lesquels ils vont pouvoir exceller le plus. On a vu qu'on n'a pas tous les mêmes talents, pas tous au même niveau, mais on a tous des talents. Donc ce qui est important, notamment quand on a identifié une piste d'orientation en particulier, si on se dit par exemple, bah, tiens, moi j'aimerais bien évoluer vers le domaine de la finance, du marketing, ou je sais pas, dans tel autre, ou dans le domaine du commercial, ou dans le domaine par exemple du développement informatique, ça va permettre à chacun des étudiants de se dire, est-ce que dans ce domaine que j'identifie potentiellement comme étant intéressant, est-ce que, eh bien, qui je suis, la façon dont on s'est organisé, mes comportements, ma personnalité, est-ce que ça va être raccord par rapport à ce qui est nécessaire pour réussir au plus haut niveau? Ou est-ce que j'aurai besoin de me contraindre au quotidien pour réussir? Ça, c'est la première chose. Donc, c'est très utilisé également par les étudiants pour mieux structurer la façon dont ils vont parler d'eux lorsqu'ils sont en entretien dans le bureau des recruteurs. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours évident, lorsqu'on va faire des entretiens, quand on vous pose certaines questions, de mettre en avant justement ces points forts. Donc là, ça va vraiment permettre de hiérarchiser l'ensemble de ces talents et d'arriver à mieux en parler. Sur la partie motivation, donc ça va peut-être venir un peu plus en amont, c'est plutôt pour identifier donc les domaines, pas forcément dans lesquels je vais pouvoir réussir, mais les domaines dans lesquels je pourrais être heureux au quotidien. N'oublions pas, on va tous passer en moyenne 80 000 heures de notre vie à travailler, c'est-à-dire 54% du temps où on ne dort pas, c'est-à-dire du temps éveillé, on le passe au boulot, vous passerez plus de temps au travail avec vos collègues ou avec votre supérieur hiérarchique qu'avec votre conjoint par exemple ou avec vos enfants, donc il y a intérêt quand même à y trouver un maximum de plaisir et de satisfaction au quotidien, en tout cas si on veut être heureux dans la vie. Et donc après, ce qui est intéressant également pour les étudiants, c'est de pouvoir valider l'alignement entre ce qu'ils veulent et qui ils sont. C'est-à-dire, est-ce que mes motivations, c'est-à-dire la direction dans laquelle mes moteurs m'emmènent et qui je suis, les dispositions que j'ai, en gros, est-ce qu'il y a un bon alignement ou est-ce qu'il y a des décalages? Voilà, c'est principalement comme ça qu'ils vont l'utiliser. Deuxième question de Sandrine. Donc, les candidats répondent aux questions des tests. C'est donc du déclaratif. A-t-on moyen de vérifier? Ouais, alors le problème dont vous parlez, c'est un problème qui est bien connu, Sandrine, ce qu'on appelle en fait le biais de désirabilité sociale. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où on va être évalué, ça peut être quand je réponds à un test, dans un entretien de recrutement, peu importe, eh bien on va tous avoir tendance à vouloir projeter une image de nous qui soit positive, ou en tout cas qui soit conforme par rapport aux attentes de notre interlocuteur. Et donc, il y a deux façons principalement de contrer ce biais. C'est-à-dire soit on va poser des questions, on va créer ce qu'on appelle dans le questionnaire une échelle de désirabilité sociale. C'est-à-dire qu'on va poser des questions du type j'ai jamais menti de toute ma vie, j'ai jamais colporté de bruit de couloir, j'ai jamais voulu de mal à qui que ce soit, et on va voir comment la personne répond. Et le présupposé qu'on a quand on crée ces échelles, c'est de se dire une personne qui va répondre à chaque fois c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, on va se dire bon, elle en fait un peu trop, elle a tendance à vouloir présenter d'elle-même une image exagérément positive. Alors bon, ça a bien marché ces échelles jusque fut un certain temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont très connues en fait de la plupart des candidats et donc ils savent très bien comment y répondre. Donc ce qu'on a choisi, le choix qu'on a fait chez Assesseur, c'est plutôt d'intégrer ce qu'on appelle les indicateurs de spontanéité, c'est-à-dire qu'on va étudier bien évidemment les réponses des personnes, mais aussi la façon dont ils vont répondre. C'est-à-dire, est-ce que la manière dont ils distribuent leur temps entre les différentes questions, est-ce qu'on va avoir une certaine cohérence? Est-ce qu'il y a une incohérence forte à un moment donné? Est-ce qu'ils passent beaucoup plus de temps sur certains types de critères qu'ils n'auraient dû en passer habituellement? Et on va comme ça pouvoir vous fournir des indicateurs, non pas au niveau global comme ça se faisait avant au niveau du test, mais dimension par dimension, pour vous permettre d'identifier les points sur lesquels nous on vous conseille quand même d'aller creuser pendant l'entretien. Donc c'est la manière aujourd'hui dont on résout ce problème. Alors, le modèle prédictif peut-il être complété par des éléments concernant la culture de l'entreprise qui recrute start-up grand groupe? Oui Maxime, en effet, on peut faire ça. D'ailleurs, c'est vraiment nous ce qu'on nous encourage de faire. En fait, après, il y a certaines entreprises qui ne recrutent que sur le modèle player. On en fait partie par exemple, on sait qu'il y a certaines entreprises qui l'utilisent également. Après c'est vrai que ça peut être, voilà, enfin c'est après chacun de choisir en fonction de ce qu'il veut faire, mais en effet vous avez la possibilité de créer des modèles prédictifs sur la base notamment de votre culture. Ce qu'on conseille en règle générale quand même, c'est plutôt de faire des modèles prédictifs
par type de job pour lequel vous souhaitez recruter, vous avez besoin de recruter. Donc vous avez un petit assistant dans Assessfirst. Donc si vous voulez qu'on vous montre ça, vous pourrez nous contacter sur hello@assessfirst.com notamment. Vous avez un petit assistant qui vous permet, en répondant à quelques questions, d'avoir une recommandation en termes de profil à rechercher. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche de faire un premier filtre, par exemple, là-dessus, sur notamment, là, qu'est-ce que je demanderais à la personne de faire jour après jour. Vous pouvez avoir un autre filtre sur la culture d'entreprise et un profil également, un autre modèle prédictif sur la partie player. Bon, après, on ne va peut-être pas démultiplier le nombre de filtres que vous allez appliquer, mais dans tous les cas, veillez bien, si jamais vous utilisez plusieurs modèles, veillez bien à ce que les différents modèles soient quand même raccords les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que si vous avez un premier filtre qui va dans un sens, l'autre filtre dans l'autre sens, forcément, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est vrai que de plus en plus, en fait, les entreprises, c'est marrant, c'est quelque chose qu'on a pu observer, créent des modèles prédictifs non plus seulement adapté pour un job, mais vraiment par rapport à une culture, notamment parce qu'on ne sait pas encore toujours très très bien dans quel sens les jobs vont évoluer d'ici quelques années. Quentin, alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ok. Alors plus sérieusement, selon vous, l'âge est-il un facteur pour la recherche de ces talents? Alors, Quentin, c'est excellent cette question. En fait, non. Non, c'est pas un facteur qui est distinctif. Parce que ça, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est énormément posée chez Assessor. On s'est posé deux questions. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, trois questions. Est-ce qu'il n'y a pas une influence de l'âge? C'est-à-dire, est-ce que les millennials, génération Y, Z, sont pas par nature même plus adaptés à ce contexte digital? Est-ce qu'il n'y aurait pas un biais peut-être au niveau du niveau d'études? Peut-être que les personnes qui ont un niveau d'études plus important s'adapteront mieux à ces cultures que celles qui ont un niveau d'études faible. Et enfin, est-ce que peut-être il n'y a pas un impact également du sexe? On n'avait pas forcément une idée précise en se disant plus les hommes, plus les femmes. Mais enfin, en tout cas, pour nous, c'était hyper important de bien valider ça pour nous assurer justement que le modèle et player ne soit pas un modèle discriminant dans lequel les cas, ça serait quand même dommage parce que le type de société qu'on créerait derrière ne serait pas forcément représentatif de la société avec un grand S dans laquelle on vit. Et donc on a fait des tests, donc on a confié l'ensemble de nos données à la machine. Donc la machine, c'est l'un de nos data scientists, c'est le petit surnom mignon qu'on lui donne. Et donc il a pu tester l'impact des différentes variables sur ce modèle et player. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, on a testé, je crois, sur un peu plus de 200 000 personnes, il n'y a pas de différence significative selon qu'on est un homme, une femme, selon qu'on ait le niveau bac, en dessous du bac, ou qu'on ait un doctorat, ou selon également notre niveau d'études. Et le sexe également. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va se baser, justement, lorsqu'on a créé ce modèle, on s'est basé uniquement sur des variables de potentiel. Et en fait, ce qui est génial également, c'est qu'on s'est rendu compte, on a fait d'autres études, que quand on regarde le lien notamment entre le niveau de diplôme d'une personne et son potentiel, il y a une corrélation, il y a une petite corrélation quand même, mais c'est une corrélation qui n'est pas super significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous permettre, en utilisant ce modèle prédictif et player, d'élargir votre sourcing et d'aller identifier des talents auxquels peut-être vous n'auriez pas pensé, pour enrichir vos équipes tout simplement. Alors, Isabelle, bonjour, en quoi votre outil se différencie d'un modèle classique d'appréciation du potentiel? Alors, qu'est-ce qu'un modèle classique d'appréciation du potentiel, Isabelle? En fait, j'imagine la question c'est en quoi ça se distingue des manières classiques dont on évalue le potentiel aujourd'hui dans les entreprises ou dans les cabinets de recrutement. La différence, elle repose surtout sur le fait que, justement, souvent, on va définir le potentiel, par exemple les hypos dans pas mal de boîtes, en fait, sont les personnes qui vont maîtriser 3 langues, qui ont eu déjà une expérience à l'international, ou ce genre de choses, ou qui ont au moins un bac plus 5. En fait, l'idée, c'est que nous, on va vraiment s'appuyer non pas sur le parcours de la personne, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce que la personne a fait auparavant ou à ce qu'elle n'aurait pas fait, bien fait, mal fait, mais on va s'intéresser à qui est la personne aujourd'hui. Donc qui elle est, déjà ça c'est la première chose, dans sa capacité de raisonnement, dans ce qui la motive, dans ses comportements quotidiens, mais aussi, ce qui est génial, je trouve, avec cette approche, c'est qu'on va s'intéresser à qui la personne pourrait devenir. C'est-à-dire, imaginons,
cette personne qui possède tel type de capacité, qui est mise en avant par des motivations dynamisantes, qui a de fortes capacités cognitives, aujourd'hui, ok, elle a évolué dans tel type d'environnement. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'elle deviendrait? Qu'est-ce qu'elle serait capable de délivrer si on la mettait dans un environnement, si on la positionnait dans un environnement qui lui permette véritablement d'exprimer l'ensemble de ses potentialités? Donc j'ai envie de dire que la différence principale, en fait, c'est ça. Alors, autre question. Alors, j'appuie dessus. Pourquoi ça ne marche pas? Ludivine, est-il possible de passer ce test en dehors de son entreprise dans le cadre de la recherche d'un nouveau job? L'objectif, en savoir plus sur nos soft skills et nos forces. Ludivine, en fait, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on poste des petits liens, notamment sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram également, donc sur lesquels vous pouvez cliquer et qui permettent aux candidats justement de découvrir leur profil, d'en savoir plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on a commencé Assessors en 2012, donc on était vraiment, en gros, on va dire un éditeur de tests classique. Voilà, comme il y en existe des dizaines. Ensuite, on a pris un gros virage 2012 pour nous orienter vers le prédictif, en se disant avoir une vision très descriptive du mode de fonctionnement des personnes, ça ne suffit plus aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est utiliser la puissance des algorithmes, la puissance des analytiques, du prédictif, du big data pour dépasser ça et pour faire des recommandations aux recruteurs en termes de est-ce que la personne aura la capacité à réussir à s'épanouir au sein de tel ou tel job, dans tel ou tel type de culture. Mais 2017, on s'est dit tout ça c'est très beau, mais en fait si on veut avoir un vrai impact au niveau de la société, si on veut transformer la façon dont les entreprises recrutent, la façon dont elles accompagnent le développement des personnes pour permettre à chacun de devenir la meilleure version de lui-même, à la fois côté candidat, à la fois côté entreprise, ce qu'il faut c'est qu'on s'attaque au marché aussi des candidats. C'est-à-dire pourquoi pas imaginer de mettre en relation directement des candidats avec des entreprises, c'est-à-dire on pourrait pusher aux candidats des jobs qui leur correspondent, aux entreprises tout simplement des profils qui auront ce qu'il faut pour réussir à être heureux chez eux. Et donc, dans cette optique-là, donc ça demande quand même pas mal de boulot, parce qu'il y a beaucoup de développement à faire chez Assessors pour ça, pour arriver à répondre à cette promesse, mais surtout à y répondre de manière efficace. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un gadget, juste un job board de plus, un truc comme ça, parce qu'il y en a déjà beaucoup. On veut vraiment faire quelque chose qui permettra d'avoir des résultats au moins 10 fois supérieurs par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait déjà des petites expérimentations en permettant justement à certains candidats, notamment de passer leur profil assesseur, d'en découvrir un peu plus. On commence à faire certaines mises en relation, un peu comme ça. Voilà, donc suivez-nous à la fois sur Facebook, suivez-nous sur LinkedIn, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Twitter, et très régulièrement, vous aurez la possibilité d'accéder à tout ça. Et en plus, vous verrez, c'est assez sympa parce que ça vous permet aussi de découvrir toutes les actualités d'assesseurs, mais aussi de découvrir la façon dont on fait le job au quotidien. Et ça, c'est marrant. Alors, ce sont les mêmes tests qui sont proposés aux recruteurs. Ouais, ce sont les mêmes tests qui sont proposés aux recruteurs, Siam. Est-il possible de recevoir la présentation par email? Oui. Ou d'avoir un accès pour revoir le webinaire aussi. Je pensais que cela avait lieu à 11h. Dommage. Alors, dommage, c'est pas grave. Donc, oui, vous aurez accès à tout ça. On va terminer avec les questions. Pouvez-vous parler plus fort? C'est une blague. On me dit toujours que je parle trop fort. Bon, en tout cas, je vais essayer en tout cas. Alors, merci, ok. C'est pareil, merci. Quentin, à quand une nouvelle virée en stop dans le sud? Ouais, Quentin, vous faites référence à ce challenge qu'on avait fait. C'est vrai que c'était marrant. En fait, on avait un stagiaire qui faisait du stop, qui nous avait proposé à un moment donné de faire un challenge. Voilà, il nous a dit, tiens, ça serait marrant si on emmenait toute la boîte, qu'on fasse une grande course jusqu'à la Cano, et le premier qui toucherait le sable gagnerait. Donc on a fait ça, et sans trop de surprise, c'est notre directeur commercial qui a gagné. Je le soupçonne à un moment donné d'avoir pris un train entre deux, mais bon, voilà, on verra ça. Alors, les recruteurs passent-ils le test avant d'utiliser votre produit? Ouais, alors on est la majorité des recruteurs, même on est à 100% des recruteurs, avant d'utiliser notre test, bien évidemment, ils vont passer le test eux-mêmes, ils le font passer à des candidats, ils le font passer à leur équipe, parce que pour nous, ça reste encore la meilleure manière de valider que l'outil fonctionne bien. En tout cas, déjà, si on ne se retrouve pas d'outil, pas du tout dans un test qu'on passe, à un moment donné, il y a un problème, c'est difficile d'avoir confiance pour les candidats.
Ok, bon bah voilà, on vient d'arriver à la fin des questions. Il est 10h56, ça aura duré un tout petit peu moins d'une heure. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est vous remercier pour votre participation. Donc vous étiez un peu plus d'une soixantaine, je crois, que vous êtes connectés. Donc merci encore une fois de votre attention, merci pour vos questions. Et encore une fois, n'hésitez pas, suivez-nous donc sur les différents réseaux. Donc vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, je répète. Donc on a une page LinkedIn, mais suivez, vous pouvez également suivre mon profil parce qu'on balance pas mal d'articles et de choses comme ça par le biais de mon profil. Donc vous me demandez en contact et puis moi je vous accepterai. On peut également nous suivre sur Twitter, donc sur Assesseur tout simplement. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, donc c'est @Assesseur, c'est également tout simplement, et sur Facebook. Donc on a une page Facebook, donc likez, ça fera plaisir aux community managers. Et puis je suis en train de me faire un clin d'œil, je fais un gros pouce de l'autre côté de la salle. Et puis merci encore, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. À bientôt, bonne journée à tous et à toutes, salut.